Bienvenue pour cette deuxième soirée de l'agriculture 2022. Donc, nouvelle année, mais nouveau dispositif. On a un dispositif un petit peu mixte, comme Roxane l'a dit, à la fois en présentiel, donc on est bien content que vous soyez là. On a dû limiter un peu le nombre de personnes pour permettre à ceux qui n'ont éventuellement pas le CST de pouvoir venir. Mais du coup, vous devez garder le masque pendant toute la soirée. Donc, j'encourage à la fin de la projection du film de 52 minutes aux agriculteurs et aux citoyens grand public à vraiment poser leurs questions et à participer activement au débat, tant dans la salle que via Zoom. Voilà, avant de lancer le film, on va laisser le dernier mot à Simon Derix, qui est présent ce soir. Merci Mathieu, merci à vous tous d'être si nombreux ce soir, ça fait plaisir de voir que notre travail suscite de l'intérêt. Donc, comme on a déjà dit, je suis Simon Derix, coordinateur de Greenotech, qui est donc un groupement d'agriculteurs qui est subsidié par la région Wallonne pour expérimenter et développer ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols, qui est donc le thème du film documentaire que vous allez voir ici ce soir. Et donc, il y a un système en fait qui n'est pas très connu. Il n'y a pas de label, il n'y a pas de marque déposée, il n'y a pas de cahier des charges. Et pourtant, c'est quand même des pratiques qui sont mises en place sur pas mal de fermes. Et donc, on a voulu, en fait, au travers de ce film documentaire, mettre en lumière les agriculteurs qui mettent en place ces pratiques vertueuses sur leur ferme pour leur amener la visibilité et les remercier également. Donc, voilà, j'espère que le documentaire vous plaira. Et puis, on pourra en débattre, en discuter voilà, des pratiques et aussi un peu de l'agriculture en général après. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage à tous. Donc voilà, on invite maintenant aux personnes qui sont en visioconférence à lancer le film via YouTube chez eux. Nous, on va arrêter le partage ici pour les copyrights de Greenotech. Non, mais voilà, comme ça, on n'a pas aussi de double flux ici. Donc voilà, on se donne rendez-vous plus ou moins à 9h, donc 9h, 9h05 pour ceux qui sont en visioconférence. Et puis, on va lancer le film ici. Voilà, à tout de suite. Moi, de toutes ces questions-là, donc je me dis, c'est bien de ne pas se censurer quand on a des questions bêtes. Enfin, bêtes aux yeux des gens qui maîtrisent déjà tous ces sujets. Donc, peut-être déjà quelques réactions, soit des réactions pointues, soit des réactions néophytes. Oui, je vais pas faire tourner le micro pour des questions de Covid, mais s'il faut répéter la question pour que ce soit bien audible, je le ferai. On n'a pas vu d'épandeurs d'engrais. Tout ça. On n'a pas vu deux Épandeurs d'engrais. Ah oui. On prend quelques questions et puis on les répond ou... Ouais. Ouais. Comme tu préfères. On va en parler, ouais. On entend là? Effectivement, on n'a pas vu d'épandeur engrais. Alors non, ça ne pousse pas tout seul, en effet. Après, on ne pouvait pas non plus monter toutes les machines. Mais pour le fait, alors, l'engrais, bon, ça va être la nouvelle partie. Donc, on peut mettre, on a vu, il y avait des épandeurs à fumier, donc voilà, en partie ça répond. Et l'engrais, les engrais, les nitrates, clairement, ça ne pousse pas tout seul, mais on a des études qui montrent que plus on va nourrir le sol naturellement avec les couverts, avec la restitution de paille, avec des fumiers aussi, des échouages fumiers, et plus on va pouvoir, sur le long terme, diminuer les quantités de nitrates qu'on doit amener en agriculture conventionnelle. Et à l'échelle de 10-15 ans, on peut diminuer ces quantités à peu près par 2 sans perdre de rendement. Donc, parce qu'en fait, c'est le sol, il y a les arêtes des couverts et des fumiers qui va pouvoir remplacer ça. Voilà. Et donc, au final, on a un bilan aussi gaz à effet de serre, parce que le nitrate est au niveau environnemental et économique aussi, c'est vachement bénéfique, mais ça prend 15 ans. En investissant à partir de maintenant, on aura les effets de cet investissement dans 15 ans. Donc, voilà, ça prend du temps. Oui. On a parlé de rotation.
Et ils n'ont pas donné d'exemple, ok, faites des rotations comme ceci, comme cela. Enfin, ça, j'avais une fois suivi une autre conférence sur Internet où ils commençaient à expliquer, bon, voilà, avant maïs, vous devez faire ceci, cela. Enfin, est-ce que ça, je noter que vous avez déjà un peu des pistes, ou alors, pour l'instant, ben, oui, vous dites qu'il faut faire des rotations plus longues ou de différentes cultures, mais voilà. Bonne question également. Alors, l'agriculture d'observation, en fait, ce sont des principes, des piliers, mais qui sont assez larges. Donc, voilà, il faut après le mettre en place complètement sur sa ferme. La rotation, c'est clairement un levier important pour améliorer cette pratique, mais c'est aussi quelque chose qui est intrinsèque à chaque ferme, en fonction du type de sol, en fonction du matériel disponible, des contrats disponibles, voilà, des atouts, des connaissances de l'agriculteur. Il y a des codes cultures qu'on maîtrise plus que d'autres. Donc, il n'y a pas de rotation définie, il n'y a pas de rotation type. Il y a des successions de cultures qui vont bien. Voilà, on sait bien qu'un protéagineux, un colza ira très bien après une légumineuse, par exemple. Là, ça va très bien. Qu'on mettra, voilà, enfin, on peut mettre plusieurs pailles d'affilée si on fait des couverts. Il y a des choses qui vont bien, ou voilà, ou par exemple, avec un blé, on pourra faire un blé en semi-direct après un colza, sans travailler le sol, parce que le colza aura laissé une structure assez intéressante. Donc, il y a des principes, on va essayer de diversifier la rotation, voilà, comme on peut, et diversifier tout en équilibrant la rotation. Parce que, pour donner un exemple, il y a des agriculteurs en SB liégeoises qui ont 10 cultures différentes dans leur rotation. En famenne, ils en ont 3. Ils ont peut-être du blé, du maïs, de l'orge. Laquelle des deux rotations est la plus bénéfique pour le sol? C'est celle en famenne, parce qu'en SB, on est plutôt sur succession avec des chicons, des carottes, des légumes qui laissent très peu de résidus au sol, qui sont avec un travail intensif du sol. Donc, diversifier tout en équilibrant, il y a ces paramètres-là. Voilà. Et ça, à chacun construire sa rotation. Voilà, il y a comme par exemple aussi faire succéder, par exemple, pour essayer de diminuer le travail du sol et essayer de faire une betterave en long-labour, on ne pourra pas le faire si on a une succession, par exemple, pommes de terre et betterave. On va trop abîmer le sol avec la pomme de terre pour pouvoir après limiter le travail du sol sur la betterave. Alors que si on a une succession où on a voilà, ça va être moins rentable que la pomme de terre, mais c'est un exemple, colza, blé, orge, et puis seulement on revient sur une betterave. Là, on aura beaucoup plus de chance, on aura une structure qui était vraiment bien préservée grâce à vos cultures d'hiver, aux restitutions de paille, et donc on aura beaucoup plus de chances de pouvoir implanter une betterave sans pouvoir travailler le sol, avec des rendements équivalents. Je me suis posé une question pendant le film à propos de la recherche entre agriculteurs. À un moment, il y a un des agriculteurs qui évoque ça. Parce que là, le fait de vous entendre, là, je me dis, mais donc, est-ce qu'il y a des espaces formels qui existent pour que les agriculteurs puissent échanger entre eux sur les tentatives qu'ils font, les expérimentations? Pas vraiment, non. C'est un peu notre rôle, on essaye en tout cas de diffuser ça et d'aller récolter des données sur les fermes. Les agriculteurs, la plupart d'entre vous, j'imagine, enfin, font des essais informels ou quoi, on coupe les vendeurs sur 20 mètres, on met un peu plus là, on augmente la densité ici à gauche. Donc voilà, mais c'est toujours un peu on regarde le tracteur, oui, ça a l'air mieux, moins bien, et puis on répète ou pas, mais il n'y a pas vraiment d'objectivation de ces essais. Et donc c'est notre rôle d'essayer de mettre une valeur et un chiffre, voilà, de voir est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est intéressant au niveau du sol, est-ce que c'est intéressant sur le long terme. Mais concrètement, on ne le fait pas assez, et ça pourrait être vraiment... voilà. Il y a des projets européens qui se lancent ça, pour essayer, ils appellent ça des living labs. Donc en fait, c'est des laboratoires vivants, en fait, qui sont aller voir chez les praticiens, chez les agriculteurs, ce qu'ils font pour capitaliser cette information et éviter que les autres refassent les mêmes erreurs. Plus on communique et moins on fera les erreurs, et en fait on avance plus vite et tout le monde est gagnant. Ouais. Est-ce que c'est réellement possible avec des cultures assez déstructurantes comme de la pomme de terre, de la betterave, de la chicorée, surtout compte tenu des arrière-saisons assez humides qu'on a pour l'instant? Est-ce qu'on arrive à suivre avec du semi-direct assez simplifié ce type de conduite agricole? Est-ce que c'est vraiment possible d'implanter ça à l'heure actuelle? Les deux arrière-saisons qu'on vient de connaître sont quand même assez... Oui, c'était assez compliqué, même très compliqué, ça fait même 3, en tout cas ça fait au moins 2 automnes que c'est vachement compliqué, ouais, effectivement. Alors en fait, il y a 2 stratégies. Il y a la première stratégie qui va être plus radicale, où en fait on va éliminer ces cultures de la rotation. Donc il y a certains agriculteurs qui sont dit, pour moi,
la pomme de terre, c'est peut-être rentable à court terme, mais à long terme, quand je vois mes rendements de blé d'après et l'énergie que je dois mettre pour retrouver, pour récupérer ma structure, je vais arrêter cette culture. Et la betterave, ben là, même on regarde sa compta et en fait. Oui. On est tous d'accord pour la betterave. Donc, voilà, mais donc, voilà, et en culture, après, une pomme de terre tous les 4 ans, une pomme de terre tous les 7 ans, c'est pas la même chose. Et donc, on n'est pas obligé d'arrêter spécialement les cultures, mais en tout cas les espacer pour avoir un laps de temps où le sol a le temps de se régénérer. Et la culture, elle a donc chaque culture, on va dire, on peut la classer plus ou moins sur un gradient de favorable pour le sol, et sur la structure du sol, à plus ou moins à fort défavorable. La culture sur but, clairement défavorable. Colza, maïs grain, quand c'est récolté en bonne condition, et paille restituée, les réserves pas restituées, c'est assez favorable. Mais après, il y a toutes les autres pratiques. Est-ce qu'on met des fonds d'élevage? Est-ce qu'on met une prairie temporaire dans sa rotation? Des choses comme ça, c'est des pratiques qui sont quand même assez intéressantes. Et alors, il faut aussi se dire que moins on touche au sol, et plus il va être solide sur le long terme. Et donc, par exemple, si on a labouré pour implanter la betterave et que la saison n'est pas tip-top, on aura beaucoup de chances de devoir relabourer si on veut implanter un blé après. Alors que si on a réussi à implanter cette betterave avec uniquement un décompactage, voire uniquement une petite reprise au printemps, voire rien du tout, eh ben, le sol va être beaucoup plus portant à la saison et donc on aura, à conditions identiques, pas mal de chances de pouvoir ne pas relabourer. Donc on est parti sur un cycle vertueux. Voilà. Et donc ça prend. Il y a des gars qui sont pétés en non-labo depuis 3, 4, 5 ans, même plus, et cette année, impossible. Et donc là, il y avait le choix, soit on laboure, soit on plante pas de blé. Et donc là, pareil, il y en a certains qui m'ont dit, ben, moi, je n'ai pas envie de labourer, donc je ne sème pas de blé, je mettrai un maïs. Ma rotation me le permet, mon assolement me le permet. Il y en a d'autres, il leur faut de la paille, voilà, c'est comme ça, donc on prend la charrue. Voilà. C'est juste que la charrue ne doit pas être systématique. Voilà. Et il y a des leviers qui permettent de s'en passer plus facilement. Voilà, clairement, les années ne nous aident pas. Pourquoi vous êtes sincèrement contre le labour? En fait, je ne suis pas, et on parle avec le labour, on en parle beaucoup, mais en fait, je suis contre les. Enfin, je suis contre. Je trouve que c'est dommage d'aller travailler un sol où il n'y a pas besoin de le travailler. Voilà, c'est vraiment. Donc, c'est ça qu'il faut. Alors, parfois, il y a besoin de le travailler. Cette année, par exemple, pour implanter des colzas après une céréale où on a dû récolter, il faisait hyper mauvais, et puis on avait vendu du fumier, on a matraqué les sols. Si on veut implanter son colza, il faut labourer. Voilà, clairement. Et donc là, on le fait. Voilà. Moi, je remarque beaucoup qui labourent trop profond. Peu profond. Trop profond. Voilà, oui, également. Il y a labour et labour aussi, effectivement. Ouais. Voilà. Des labours tout gras, tout glacé, où ça brille au soleil, là, il y a un peu plus. Ça, clairement, il faut éviter. Et il y a aussi des labours. En sol argileux, c'est peut-être à court terme, en tout cas, plus compliqué de s'en passer, mais sur les sols sableux, sablo-limoneux, voire limoneux, il y a vraiment moyen, si on arrive à ne pas abîmer sa structure, d'implanter des cultures de printemps sans labour. Voilà. Mais il faut avoir du matériel adapté et l'assainissement à disque, par exemple, et alors ça se fait sur le long terme. Mais en fait, le labour, le problème, c'est qu'on le fait en général systématiquement. Voilà. Il y a des patatiers, sans vouloir critiquer, mais voilà, on cultive 150 hectares, 200 hectares, alors on laboure tout, comme ça, au printemps, c'est facile, on arrive on passe un peu de rotative, un peu de fraise, enfin, on prend, et puis c'est bon. Alors que si on a des terres qui sont non labourées, avec des couverts qui ont été détruits par le gel ou par un coup qu'il faut plus ou moins tôt, ben c'est plus compliqué, ça prend un peu plus de temps, il faut se creuser un peu plus la tête, alors que le labour, là, simplifie. Mais après, ben, il faut, en tout cas, il ne faudra pas trop s'étonner s'il y a plus d'érosion, si on a des sols, si à la récolte, on s'enfonce à fond. Voilà, le labour a des intérêts court terme, mais sur le long terme, il va diminuer le nombre de vers de terre, il va diminuer la stabilité structurelle du sol et il coûte cher aussi. Pardon? J'y crois pas. Les vers de terre? Ah. Ben, ça, vous n'y croyez pas. Franchement, on peut faire des comptages. Je vais vous dire, des comptages, j'en ai fait. Ouais. J'ai un garçon qui a fait des études de prix, j'en ai fait. Je suis pour le labour, mais malgré ça, je m'en vais dans le sol, je prends ma bêche et on est facilement à trouver 25 vers de terre d'un coup de bêche. Le labour, en fait, c'est une seule pratique, mais est-ce que vous mettez du fumier? Du fumier voilà, et avoir un assolement correct. Voilà. Donc, clairement, là, mes terres ne se rétractent jamais. Voilà. Le labour, c'est une pratique parmi
toutes les bonnes pratiques, enfin toutes les pratiques agricoles. Et donc, clairement, vous compensez le labour a un effet plutôt négatif à long terme sur le sol, mais vous pouvez clairement compenser, voire largement compenser cet effet négatif en ayant un assolement équilibré, en apportant des effluents d'élevage, et des choses comme ça. Voilà. Et à l'inverse, il y a des personnes qui sont en non-labour, sans élevage, qui ont des sols qui ne sont pas en très bon état, alors qu'ils ne labourent pas. Et tout est une question d'équilibre. Voilà. Mais dans votre cas, si vous espaciez les labours, et je ne sais pas si vous labourez tous les 2 ans ou tous les ans, ça Je dépend. vous dis ma façon de travailler. Je travaille en betterave, pomme de terre, céréales, luzerne, grès gras. Voilà. Je laboure tout, sauf après céréales, les scourdons, je ne le laboure jamais. Les luzernes, c'est implanté pour 4 ans. Voilà. Ouais. Les grès gras, c'est pour 2 ans. Donc en fait, c'est comme si vous ne travaillez pas votre sol pendant 4 ans. Et donc là, clairement, au niveau des vers de terre, on comprend pourquoi il y en a. Et j'apporte du fumier en moyenne 2 à 3, tous les 2-3 ans. Oui, oui. Donc on a beaucoup tapé sur le labour, mais clairement, dans une rotation comme la vôtre, donc vous avez de l'élevage, mais vous avez des prix temporaires, de luzerne, ben, c'est une rotation hyper équilibrée. Et on fera un bilan gaz à effet de serre de votre ferme et vous serez sûrement positif, quoi. Enfin, en tout cas négatif. Tous les ans, je fais des analyses. Voilà. Donc, voilà. Mais donc, c'est un équilibre, clairement. Il faut mettre un blé après du maïs bien que qu'en-vous de faire. En fait, ça dépend. Clairement, alors, si vous avez abîmé votre structure, en fait, c'est toujours, on peut se permettre de limiter le travail du sol, donc le labour ou le décompactage, en tout cas le travail du sol, si on préserve ce sol. Et le préserver, ça veut dire limiter les tassements, donc essayer de récolter en bonnes conditions. Donc, par exemple, un maïs grain, déjà, mettre un maïs un peu plus précoce pour récolter un peu plus tôt en meilleures conditions, vous aurez peut-être un peu moins de rendement, mais il sera peut-être plus sec, donc in fine, vous aurez moins de séchage. Voilà, c'est déjà une chose. Et donc, vous allez récolter votre maïs grain, disons, fin octobre. Là, si le sol est bien en bon état, et vous avez un semoir, par exemple, un semoir de semis direct à disque adapté, vous pouvez implanter directement votre maïs sans travail du sol. Comme on voyait là, on est en train d'implanter du blé dans un couvert, on pourrait faire la même chose dans les résidus de maïs. Après, il ne faut clairement pas choisir une variété sensible à la fusariose. Voilà. Donc là, vous allez peut-être faire un mélange de variétés de blé avec des résistances croisées et des bonnes résistances à la fusariose. Et vous allez être attentif au printemps. Si le printemps est humide, il faudra être attentif à les surveiller pour faire un fongicide si besoin. Voilà. Donc ça ne se fait pas n'importe comment. Et alors, il faudra aussi, au niveau de la fertilisation, peut-être faire un reliquat en sortie d'hiver pour peut-être ajuster un petit peu, peut-être augmenter un petit peu l'azote cette année-là, parce qu'il y aura peut-être une petite fin d'azote avec les résidus de maïs. Voilà. Voilà, ça, c'est un cas précis, voilà, et donc il faut voir, chaque fois, il y a plein de choses. Et la paille de maïs ne va pas empêcher le semis. Hein. Non, ben, alors il faut avoir un semoir adapté. Là, voilà, ça c'est l'outil, si vous n'avez pas ce semoir-là, alors il faudra déchaumer, il n'y a pas le choix. Mais clairement, non, on a fait des essais, c'était même en bio, je ne sais pas si c'est ça, on a semé, non, mais pour ceux qui le connaissent, c'est Benoît Possé de Maule, voilà, qui est ici à Courrin-Ramecroix, je pense, et en bio, on a semé des pots après maïs grain, et ça a été assez bien. Voilà. Donc, après le cas, voilà, il faut. Chaque cas est différent, je ne pourrais pas vous donner, en fait, il n'y a pas de recette miracle, voilà, c'est adapté. Et vous avez en tout cas déjà quelques pistes. Donc, ici, on a une question à l'oral de François Dequesne. Donc, je vous propose d'activer votre micro pour poser votre question et la poser. Voilà, bonsoir et merci et bravo d'abord pour le film. Alors, voilà, je suis député wallon et je m'intéresse beaucoup à ce sujet de l'agriculture de conservation des sols. Et je voulais connaître l'avis de M. Dirix par rapport aux annonces qui ont été faites aujourd'hui par le gouvernement wallon, qui annonce donc les nouvelles mesures de la PAC. Et il y en a deux qui potentiellement peuvent concerner l'agriculture de conservation. D'une part, c'est l'éco-régime couverture des sols, mais ça a l'air assez rigide comme contrainte.
et d'autre part une MAEC dite SOL, qui est une nouveauté, mais dont on n'a pas beaucoup d'informations. Donc, je voudrais savoir si, de votre côté, vous avez été un petit peu associé et vous pouvez nous aider à comprendre ces nouvelles mesures qui ont été annoncées. Oui. Je m'en doutais qu'on allait en parler, que c'était tout récent. Juste pour ceux qui ne sont pas au courant, le gouvernement wallon a trouvé un accord sur la PAC, sur l'application de la PAC européenne à l'échelle wallonne. Donc, voilà, il y a une conférence de presse aujourd'hui, vous pourrez la revoir sur YouTube. Il y a un petit PowerPoint avec la répartition des enveloppes. Voilà, et ça a l'air d'être un bon compromis. Alors, pour répondre à votre question, donc il y a effectivement, on a participé à 2 propositions de cette PAC. Il y a à savoir l'éco-régime, couverture du sol. Donc, les éco-régimes, ce sont en fait des espèces de MAEC, mais annuels, volontaires. Donc, vous allez pouvoir vous engager, il y en a 5 en tout. MAEC, pour les gens comme moi. C'est les mesures agro-environnementales et climatiques. Okay. Ce sont des mesures, donc des mesures qui sont favorables à l'environnement et au climat. Et si les agriculteurs les mettent en place sur leur ferme, ils ont une compensation financière en fonction de la perte potentielle, du manque à gagner que ça pourrait représenter. Par exemple, une plantation de baies, ça peut rentrer dans une MAEC. La couverture du sol, c'est un éco-régime donc annuel qui va récompenser, il y a une surprime de quelques dizaines d'euros à hectare pour les agriculteurs qui conservent une couverture du sol entre le 15 janvier ou début janvier et le 15 février. Donc en fait, c'est la période la plus critique pour le sol et pour le petit gibier aussi, où en gros il fait plus froid, en général c'est assez pluvieux, et donc il n'y a plus aucune ressource sur les plaines et les sols sont battus si on a détruit les couverts, par exemple pour des labours d'hiver. Et donc on a voulu encourager la conservation des couverts le plus tard possible, mais aussi la couverture du sol. Donc, en fait, la couverture du sol vous donnera une prime en fonction du pourcentage de votre surface qui est couvert à cette période-là. Ça peut être couvert par des prairies, parce que c'est tout le temps couvert, par des céréales d'hiver, par du colza, ou par la conservation des couverts pour les cultures de printemps. Et donc, il y aura des seuils, 70-80% de votre surface, et vous aurez une surprime en fonction de la couverture. Et donc, ça, c'est quand même un point positif, parce que ça va pouvoir, en fait, quand on conserve ces couverts plus tard, c'est quand même un peu un petit risque. Voilà, il y a peut-être un petit risque de fin d'azote, il y a parfois des reprises au printemps qui vont être un peu plus compliquées, et donc, cette petite prime va pouvoir être un petit coup de pouce pour des agriculteurs qui n'osaient pas trop. Voilà, et là, il y aurait une petite prime ou alors en tout cas, ça vous paiera par exemple la prestation si vous avez besoin de louer un rouleau ou alors un outil spécial au printemps pour prendre un strictile par exemple, ça pourrait compenser le surcoût que ça pourrait représenter. Et puis au final, il y aura les effets bénéfiques de protection du sol, de stabilité du sol, pas d'érosion au printemps, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est une mesure. Il faut encore voir les détails derrière, mais voilà, c'est quand même une mesure assez intéressante pour la qualité des sols. Et alors la deuxième, c'est une MAEC sol, donc MAEC, donc 5 ans. Et là, en fait, c'est une MAEC qui va être orientée sur le carbone du sol. Et donc, il va y avoir, en fait, c'est intéressant d'avoir un bon taux d'humus, mais en fait, il doit être lié pour voir si le sol est stable la teneur en argile du sol. Et donc, en fait, pour avoir un sol stable, en bon état structural et un sol fertile, il faut avoir un ratio de 17% entre le carbone et l'argile. Donc, par exemple, si vous avez 10% d'argile, il vous faut 1,7% de matière organique dans ce sol. Si vous avez 20%, il vous faudra 3,4, 2 fois plus. Voilà. Et donc, dans les sols sableux, on peut se limiter, on a des sols sableux à 2% d'argile, à 2%, même 1,5-2% d'humus qui se comportent très bien. À l'inverse, on a des sols qui sont à 30-40% d'argile, et là, même si on est à 3-4, c'est pas assez, il faudrait plutôt être à 5-6 pour que le sol soit en bon état. Et la MAEC va récompenser, et là on parle de primes de plusieurs centaines d'euros à l'hectare, va en fait donner un coup de pouce pour essayer d'améliorer le statut unifère, le taux d'humus de son sol. Et il y aura, c'est un peu plus contraignant. Alors c'est sur 5 ans, il y a des mesures, il y a des analyses de sol, il y a du conseil, il y a parfois des mesures à suivre, mais encore, pendant les 5 ans, vous aurez le choix de continuer à labourer ou non, de mettre des prairies, de mettre du fumier, de mettre du compost, de mettre des couverts. Voilà, on vous donne un objectif. Votre objectif, c'est dans 5 ans d'avoir augmenté votre taux de carbone dans votre sol. Et voilà des pistes pour le faire, mais faites un peu comme vous voulez. Donc ça, c'était une nouveauté, c'était que c'est orienté plutôt résultat et pas moyen. On ne vous dit pas quoi faire, on vous dit où vous devez aller. Et après, à vous de choisir le chemin qui convient le plus à votre ferme. Je ne sais pas si j'ai pas été trop long. C'est clair.
J'ai l'impression que c'est une logique qui pourrait poser des problèmes aussi pour une labellisation, parce qu'un label, il est souvent, il donne des contraintes sur les techniques qu'on emploie. Et là, dans cette logique de conservation des sols, d'après ce que j'entends, hein, il n'y a pas vraiment de... C'est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. C'est vraiment de conduire à vue, de naviguer à vue, et avec toute une panoplie. Du coup, labelliser, ça pose des questions. Enfin, Oui, ce serait- labelliser, au final, le film a déjà 1 an et demi, 2 ans. En fait, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup trop de disparités et que labelliser, ça voudrait dire cloisonner, ça voudrait dire rétrécir les possibilités. Et donc, on parle plutôt sur... après, on peut aussi, par exemple, en bio, on pourrait dire, vous faites comme vous voulez, mais si on retrouve des résidus de produits phyto dans les aliments, dans vos produits, eh bien, vous ne serez pas labellisé. Au lieu de dire, c'est interdit d'en mettre, on peut dire interdit d'en retrouver. Voilà, c'est une autre logique. Dans les deux cas, on est plus ou moins assuré qu'il n'y en aura pas dans les aliments. Voilà, si on s'est détecté absolument tout, donc si on en a mis, ben, il y en aura toujours dans... Voilà, et donc, on peut être orienté moyen, avec interdiction ou obligation de faire ça, ou orienté résultat, vous devez arriver là, ou en tout cas pas là. Les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Les moyens, ça veut dire que même si on se bourre, on a suivi ce qui était écrit. Après, si ça foire, c'est pas notre faute, nous, on est bon. Obligation de résultat, ben, au moins l'avantage c'est qu'on peut aller plus ou moins, on est libre, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on peut, par exemple, si on avait obligation ou interdiction de labourer, on fait du mieux qu'on peut, mais la récolte est vraiment catastrophique, ben, on est bloqué, quoi. Et donc là, alors il faudra, voilà, c'est un peu les coûts. Donc l'idéal c'est d'avoir les deux avec des garde-fous dans les obligations de moyens et quand même voir où on doit aller. Stocker du carbone, c'est quand même, voilà, c'est quand même un bel objectif, quoi. Alors, ici, sur Zoom, on a une question aussi. Bon, c'est l'agriculture de conservation. Bon, c'est pas de labour, mais ça peut être du décompactage. Donc, à quelle profondeur décompacter? Question de Vincent. Voilà. Est-ce qu'il y a des agriculteurs, en fait, voilà, on vous invite aussi ouais, à répondre. C'est pas seulement ouais, la bonne parole. Vous l'avez aussi peut-être. On l'espère. moi j'ai un avis, mais Le décompactage, c'est certainement pas une solution. pourquoi Ça n'a aucun intérêt, un décompactage. Au contraire, ça lisse plus profond qu'une raie de labour, c'est tout. Le décompactage, en général, les années sèches que nous avons vécues en 2018 et 2019, par exemple, 2020, pardon, le décompactage, c'était naturellement. Ouais. Donc, le décompactage doit être aussi, je me dis, je sais pas, si on range la charrue, il ne faut pas spécialement sortir le décompacteur, hein, c'est clairement. Donc, le décompacteur, comme son nom l'indique, c'est pour décompacter. S'il faut décompacter, c'est qu'on a compacté. Donc, première chose, on va essayer d'éviter de compacter, comme ça on ne devra pas décompacter. Première chose à faire. Mais bon, ce n'est pas faisable dans tous les cas. Deuxième chose, si trop sec ou trop humide, et en général c'était le cas, on était en général beaucoup trop sec, puis en fait on passait directement à trop humide. Dans les deux cas, ça ne va servir à rien. C'est passer le couteau dans un bloc de beurre gelé ou dans un bloc de beurre mou. Dans les deux cas, un ne va pas rentrer et on va user à fond. Et dans l'autre, on va juste glisser et ça ne va pas du tout vibrer, on n'aura pas de... Donc c'est entre les deux voilà, c'est quand le sol est en bon état. Et il y a des moments où c'est aussi une perturbation du sol, et c'est aussi, enfin, au niveau consommation de carburant, c'est quand même costaud. Donc, s'il y a une compaction, on prend une bêche, on va voir à la profondeur de la compaction et on décompacte juste en dessous. Comme ça va décompacter en V, et uniquement si le sol est ressuyer. S'il est humide, on range le décompacteur, on va faire un lissage horizontal, ça va servir à rien. S'il n'y a pas de compaction, on ne décompacte pas. Voilà, et on va laisser faire, ou s'il y a une légère compaction, ou si on a une culture qui est peu sensible à la compaction, c'est-à-dire les céréales par exemple, là on va pas les décompacter, on fait juste un semis, un bouli de semences, et puis on va laisser faire. Et ce sont les racines et la microbiologie du sol qui vont décompacter, sur le long terme. Voilà. Si c'est une betterave, si c'est un lin et qu'on a une zone de compaction, là clairement, il faudra décompacter. Et l'idéal, c'est de décompacter avant de semer le couvert. Comme ça, on va. Donc, idéalement, c'est quand le sol est frais, donc disons début septembre, on va, fin août, on va décompacter, semer le couvert. Comme ça, quand on décompacte, on va fragiliser le sol et le couvert, après, va venir restabiliser ce sol qui a été fragilisé. Et puis au printemps, 6 mois après, ben là, on fait juste une petite reprise en surface et on vient implanter la culture comme ça. Voilà.
Est-ce que... Peut-être, Ouais. une question plus grand public, comme c'est une audience un peu mixte, donc n'hésitez pas aussi à intervenir pour ceux qui ne sont pas agriculteurs ou du milieu. Voilà. Il ne faut pas hésiter aussi par rapport à ce que vous avez vu dans le film, si vous avez des réactions par rapport à ça. J'ai encore une question. Tantôt, on a entendu parler de légumineuses et puis d'autres pendant l'interculture. Ouais. Et l'avantage de mettre plusieurs plantes, c'est quoi que vous conseillez? Qu'est-ce que je conseille comme plante ou quel est l'avantage de mettre plusieurs plantes? Allez. On va commencer. Donc, avantage de mettre plusieurs plantes. En fait, chaque plante, elle va avoir des effets, des avantages et des inconvénients, des effets sur le sol et des choses qu'elle ne va pas faire. Donc, par exemple, si vous mettez une facélie, voilà, en couvert classique, elle va couvrir le sol assez bien, même très bien. Elle va monter à 80, 70, 80 cm et elle va avoir un système particulé, enfin en superficie, donc elle va bien structurer les 10-15 premiers, 10 premiers centimètres de profondeur. Mais par contre, cette facile, elle va uniquement capter de l'azote. Elle va pas, enfin, elle va uniquement avoir un effet siphon, elle va prélever l'azote du sol, mais elle ne va pas avoir un effet engrais vert avec l'azote de l'air. Et donc cette facile, vous pouvez le rajouter, par exemple, l'associer avec une veste. Et cette veste, elle va capter un peu d'azote dans le sol, mais surtout aussi beaucoup d'azote dans l'air. Et donc, vous faites un mélange facile-veste, et normalement, vous allez pouvoir, dans le prochain PGDA, je pourrais y revenir par la suite, mais la proportion de légumineuses va pouvoir changer, on va pouvoir en mettre beaucoup plus, en tout cas plus que maintenant. Utiliser des légumineuses à grosses graines aussi, comme du pois ou de la févrole. Et donc, vous mélangez les deux, et puis vous pouvez aussi ajouter un radis. Le radis, lui, il a un système racinaire pivotant. En profondeur, il va aller un peu plus profond. Vous pouvez aussi mettre une moutarde, vous pouvez mettre un tournesol qui vont avoir des systèmes racinaires plus vigoureux, donc aller décompacter un peu plus en profondeur. Et par exemple, le tournesol va aussi servir, si vous avez un mélange tournesol-facélie-veste, le tournesol, il va servir de tuteur pour la veste, donc vous allez avoir un couvert beaucoup plus développé, encore plus étouffant, bien équilibré. Voilà, et puis en ayant par exemple, un petit exemple, mais je pense que par exemple le sarrasin va arriver à solubiliser du phosphore. Donc si vous avez des carences en phosphore, vous allez pouvoir mettre du sarrasin il active des bactéries qui vont, avec des phytases qui vont libérer du phosphore. Mais si vous mettez de l'avoine aussi, l'avoine, lui, va plutôt activer la biologie du sol, qui va aussi libérer d'autres éléments nutritifs. Et donc, en fait, en mettant plein de plantes comme ça, vous allez pouvoir, et vous allez aussi attirer pas mal d'auxiliaires qui vont être un VOD au tournesol, à la facélie, à la veste. Donc, en fait, en mélangeant, et c'est valable dans les couverts, mais aussi dans les cultures. Donc, c'est pour ça que dans les froment en pois, là, l'exemple classique, c'est qu'on va avoir un bon équilibre au niveau de la nutrition azotée. On va avoir une meilleure gestion aussi des adventices, parce qu'on a plus de couverture du sol. Et donc, on a des plantes qui courent mieux. Donc, en couvert, c'est plus facile parce qu'on ne doit pas les récolter. Donc, au final, on broie tout, ou on laboure, et puis au final, voilà, il n'y a pas de gestion différenciée. Dans les cultures associées pour la vente, là, il faut faire un peu plus attention. Il faut des maturités similaires. Il ne faut pas qu'ils concurrencent trop les autres. Voilà, là, c'est beaucoup plus technique. Mais voilà un peu les intérêts des cultures associées. Et un des exemples aussi, c'est le colza associé. On a vu un peu de photos, où on va associer le colza avec du trèfle Alexandrie, par exemple, et du trèfle blanc. On sème tout en même temps. Ils vont se développer tous les trois en même temps. Le trèfle Alexandrie et le colza vont couvrir le sol. Le trèfle Alexandrie va se développer un peu comme un couvert, sauf qu'il va geler. Et donc, il va couvrir le sol pendant l'automne, et puis après, il va geler. Donc, au printemps, le colza sera tout seul. Le trèfle Alexandrie va se dégrader, va libérer de l'azote, il va nourrir le colza. Et puis le colza va continuer son cycle tout seul, comme un grand. Et en parallèle, il y a le trèfle blanc qui, lui, est quand même beaucoup plus lent. Il va se développer, mais en restant au sol, en restant rasant. Et puis c'est seulement à la moisson du colza que le trèfle blanc va avoir accès à la lumière et il va couvrir le sol. Et donc, en fait, on va avoir une couverture de sol estivale. Même s'il fait sec, on aura quand même une petite couverture. Le trèfle blanc, il va capter de l'azote de l'air pour aider à dégrader les pailles de colza. Et donc, en fait, on va enrichir le sol. Voilà, grâce à l'association de cultures. Et donc, c'est réglementé tout ça, même on ne peut pas mettre ce qu'on veut entre deux cultures. Non, dingue, en fait, alors, on ne peut pas mettre ce qu'on veut parce que le but, enfin, un des buts
important découvert, c'est d'aller recycler les éléments nutritifs du sol. Après les cultures, quand on moissonne, quand on récolte une culture, il y a toujours des éléments nutritifs qui restent dans le sol. La culture, elle n'a pas tout capté. Et il y a essentiellement quand même pas mal parfois d'azote. Et donc cet azote, en fait, il est soluble dans l'eau. Et donc s'il pleut trop et qu'il n'y a rien pour le retenir, il va descendre dans les nappes et aller polluer sous forme de nitrite, nitrate et nitrite, les nappes d'eau. Et en fait, l'eau ne sera plus potable après dans certains seuils. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met des plantes, donc comme j'ai parlé, la facélie, la moutarde, pour aller capter cet azote dans le sol, le recycler dans leur biomasse, dans les feuilles, dans les racines, et puis après, on les broie et en fait, on recycle sans perte dans le système. Le problème, il y a certaines plantes qui ne recyclent pas assez bien, ou trop vite, les légumineuses, en fait, elles vont relarguer trop vite, et donc on n'a pas cet effet. Elles vont capter, mais aussitôt le relarguer si on les détruit trop vite, et donc on va avoir potentiellement de la pollution d'eau si on ne met que des légumineuses. Donc en fait, ça a été pensé, cette réglementation, pour un objectif qui n'est pas celui de la conservation des sols. C'est un objectif très ciblé. Voilà, on regarde uniquement cet objectif-là, alors que l'objectif de l'agriculture, on n'a pas regardé, on a regardé que l'objectif qualité de l'eau, on n'a pas regardé l'effet stockage de carbone, protection du sol contre l'érosion, biodiversité par exemple, avec des fleurs ou protection abri pour le petit gibier, pour les lièvres. On a regardé que la qualité de l'eau. Et donc on a fait une règle qualité de l'eau. Et en fait, cette règle elle est parfois contre-productive pour d'autres impacts, par exemple la diminution des engrais, de la fertilisation, et voilà, ça bloque. Et donc, on a aussi fait un peu de lobby et de demandes pour dire, voilà, on va essayer de trouver un autre compromis où justement, on va essayer de satisfaire tous les objectifs. On conserve une bonne qualité de l'eau, mais on a un bon effet engrais vert, stockage de carbone, etc. À ce sujet, pour le grand public, il faudrait peut-être un jour leur faire connaître le cahier de conditionnalité de la PAC. C'est-à-dire. Vous avez une semaine pour le lire. Voilà, une semaine pour le lire. C'est tout ce qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Les mélanges, avec combien de pourcents, c'est clair, on a parlé, la PAC, c'est le plus gros poste de l'Union européenne, c'est plusieurs milliards, ou même des centaines de milliards, je pense, à l'échelle européenne. Mais cette aide, c'est pas juste un tiens, de l'argent pour produire, c'est tu fais ça, voilà une liste de feuilles 1000 points. Si tu respectes ça, plus ou moins, avec énormément de contraintes, parfois justifiées parce qu'il y a des excès, parfois complètement aberrantes, en tout cas très contraignantes, et en échange de respect donc de cette conditionnalité, alors les primes PAC sont débloquées et peuvent être tirées si on se rend compte par la suite qu'il y a eu des débordements ou on a dépassé un peu, on a semé trop tôt, on a fertilisé trop tard, voilà, plein de mesures. Ouais. Et le temps ne permet pas toujours. Oui, c'est pour ça qu'il y a des dérogations parfois qui sont acceptées plus ou moins et qui permettent un peu de souplesse. Mais on l'a dit aussi dans le film, c'est une agriculture de date et malheureusement, clairement, on se rend compte, ça n'a plus aucun. Voilà, semer ses couverts avant le 15 septembre, cette année, il fallait être motivé pour le faire. Voilà, c'est comme si. Ouais, ça c'est. Mais malheureusement, c'est tout un compromis entre respect. Si on laisse un peu trop on lâche un peu trop de lest, il y a toujours des gars, 1 ou 2% qui vont faire n'importe quoi. Et alors, on va les repérer et on va punir, on va légiférer pour pas que ça se reproduise. Et donc, c'est les 98 autres pourcents qui font du bon boulot, qui vont en pâtir aussi. Voilà, il y a toujours des agriculteurs qui mettent 250, peut-être pas cette année, j'espère, parce que sinon ça va coûter cher, mais plus de 200-250 unités d'azote sur un blé. Vous voyez, et après on se rend compte, on arrive après la moisson et on a 80 unités de reliquat post-moisson, ça n'a aucun sens. Donc s'il pleut, si on n'est pas couvert, on couvre la rate, boum, l'estivage. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des garde-fous. De toute façon, on a pu l'installer qui sont beaux. Ouais. Ça dépend de la plante. Le couvert, c'est vraiment, il faut le voir comme un investissement. On l'a présenté au niveau de la législation comme une contrainte, vous êtes obligé de faire ça, vous devez couvrir votre sol, et donc un peu, quand on nous oblige à faire quelque chose, en général, on a moins envie de le faire. Alors en fait, là, le couvert, c'est vraiment une entrée de carbone, d'éléments nutritifs dans votre système. Quoi. Ça va capter de l'azote, ça va capter du carbone. Et donc, avoir le couvert le plus développé possible, ça veut dire un sol qui est mieux structuré, qui est avec plus de vers de terre, avec une meilleure fertilité, un meilleur dégagement des éléments minéraux. Donc oui, il faut clairement voir ça comme un investissement, mais le petit problème de l'investissement, c'est que parfois les dividendes, on ne les a pas tout de suite. Et donc on va investir pendant 2, 3, 4, 5 ans,
et puis seulement commencer à voir des résultats positifs pour son exploitation. Et donc, il faut quand même avoir le niveau d'investissement qu'on met, mais il faut avoir parfois un peu les reins solides, en tout cas être motivé et convaincu de ce qu'on fait. Mais après 4, 5, 6 ans, même parfois moins ou parfois un peu plus, on aura toujours les dividendes sur le long terme. Quand on a un sol, après, ça pousse mieux, on doit mettre moins de phyto, voilà, mais ça prend parfois 10 ans. Alors, une petite remarque là. Ouais. Oui. Tu parlais des grands budgets de la PAC, enfin de l'Europe pour la PAC, mais aussi, tant qu'à faire, signaler au grand public il n'y a pas que pour les agriculteurs qui bénéficient de ces sommes, mais aussi de l'industrie agroalimentaire, de banques alimentaires, des associations, une multitude d'organismes. Ouais. Alors, la PAC en tant que telle, je pense pas, mais c'est vrai que nous, on est financé aussi par la région Wallonne, donc indirectement par les impôts, ils ne transitent pas par l'Europe, ils transitent par la région Wallonne, et puis après, on peut faire nos missions. Voilà, je pense qu'il y a dans la... Je ne suis pas sûr qu'il y a des... Enfin, en tout cas, il y a la notion d'agriculteur actif, et donc il y a aussi des groupements, des sociétés anonymes, enfin en tout cas des propriétaires qui ne sont pas du tout agriculteurs, ils font de la gestion de terre. Voilà. L'industrie agroalimentaire, ce n'est pas un propriétaire, c'est l'industrie. Ouais, et ils touchent des primes de la PAC? Ça, c'est pas peut-être. Ok. Bon, ben oui, voilà. Donc, oui, il faut le signaler au grand public. Les banques alimentaires. Oui, banques alimentaires, il y a encore plein d'autres. Tout ça est un peu. Ouais. Je ne sais pas comment c'est en Belgique. Ah oui, non, allez-y. Oui, les produits qui stimulent la vie du sol. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Quoi? s'ils sont gratuits, clairement, mettez-en. S'ils sont payants, il faut faire un bénéfice. Voilà. Clairement. On parle de quoi là? De quel produit? Donc en fait, ce sont des activateurs de vie du sol. Et donc, ce sont des bactéries ou des biostimulants. Des probiotiques, mais pour on va dire ça. Voilà, c'est un peu de probiotiques qu'on va mettre sur le sol pour activer ou réactiver ou encore plus activer la vie du sol qui va après mieux structurer le sol et nourrir les plantes. Voilà. Clairement, de notre sens, il y a dans votre sol assez de vie. Un sol mort, ça n'existe pas. Vraiment, même sous un béton, il y a encore de la vie. Mais bon, donc dans un sol agricole, il y en a toujours. Il faut parfois, elle manque un peu de nourriture, elle n'a peut-être pas assez d'abri, donc il faut peut-être lui donner ça. Donc, au lieu d'acheter, en gros, le meilleur stimulant pour la vie du sol, c'est mettre du fumier. Mettre de la paille, restituer votre couvert, mettre un colza, des fans de poire. Voilà, c'est ça qui va vraiment. En fait, il faut nourrir ce qu'il y a déjà, il ne faut pas essayer d'amener quelque chose d'autre. Alors, encore, des activateurs de vie microbienne, à la limite, style, pour ne pas les citer, mais TMCE, PRP, ça, oui, parce que ça va stimuler quelque chose qui est déjà dans votre sol. Par contre, amener des bactéries, des mycorhizes, des choses comme ça, non, il y a tout ce qu'il vous faut dans votre sol. Et si vous amenez si on n'a pas dans votre sol, c'est que le sol n'est pas prêt à recevoir, il n'y a pas les bonnes conditions. Et donc, allez mettre des mycorhizes dans votre sol, elles vont tenir, j'en sais rien, une semaine, un mois, un an, mais vous allez devoir le faire tous les ans. Si vous continuez à travailler ou si vous mettez trop de fongicides. Parce que les mycorhizes, c'est des champignons, et donc il y a aussi voilà. Donc, limiter ces phytos, limiter le travail du sol, augmenter la photosynthèse et la restitution de matière organique, c'est comme ça qu'on activera vraiment la vie du sol. Voilà. En tout cas, à moindre coût. Après, je ne dis pas que parfois, pour redémarrer, quand il y a eu un remblai, quand on reprend une terre qui a été massacrée, ou après 2 légumes, où là on voit vraiment que ça ne va pas, on peut en remettre un peu et ça va un peu doper. Mais vous mettez 40 tonnes de fumier et ça dopera aussi. Voilà. Bon, après, c'est plus facile à vendre 80 kg que 40 tonnes. Mais... Ici, j'ai une autre question de Joachim Saudemont. Bonjour, en tant qu'apiculteur, je me questionne sur la destruction des cultures intermédiaires par pulvérisation au glyphosate. Y a-t-il des règles à respecter pour éviter les traitements pendant les périodes de pollinisation? Certaines cultures cipans étant très mellifères à ce moment-là encore. Ouais. Voilà, on a peut-être déjà un peu répondu par certains aspects. Mais question quand même. Alors, en général, on détruit les couverts en dehors des périodes de floraison, en tout cas, non, en floraison, mais en tout cas en dehors des périodes de pollinisation, de sortie des abeilles. On va détruire les couverts en gros en janvier, février, et à ce moment-là, les abeilles, elles sont au repos. Les abeilles, elles vont travailler, si on a un automne doux jusqu'à la Toussaint, peut-être, je ne suis pas agriculteur, on est avant à peu près, et en général, on ne détruit pas les couverts avant au minimum le 15 novembre. Donc, en général,
ça n'a pas trop d'intérêt. Et après, ça, je ne suis pas écotoxicologue, enfin, je suis pas toxicologue ou quoi, mais les abeilles, à mon avis, enfin, quand elles passent dans un broyeur, elles le sentent quand même plus passer que si elles passent sous une rampe de pulvée, quoi. En tout cas, à court terme. Après, il faut voir à long terme l'effet dégénérescent et neurotoxique, mais voilà, le travail. Si on conserve ces couverts, donc, en fait, c'est un peu tout le compromis de se passer du labour. C'est qu'on va pouvoir conserver une couverture du sol, et donc des effets positifs sur la biodiversité, sur l'abri pour le petit gibier, etc., plus tard dans la saison. Mais en général, on aura besoin, en tout cas plus d'une année sur deux, d'utiliser du glyphosate pour détruire ce couvert. Ou alors, on a des couverts où il y a du gel, et alors on peut faire des poudres rouleaux, et ça, c'est le bon compromis. Mais sinon, la plupart des modes de gestion, c'est un labour à l'entrée d'hiver. Et donc là, en fait, on n'utilise pas de phyto, effectivement, mais pendant décembre, janvier, février, mars, on va avoir un sol qui est nu. Pendant 4 mois, c'est juste de la terre, il n'y a aucun abri. Donc voilà, c'est un peu un compromis. Et les SIE, ouais, dans les SIE, voilà. Ils doivent être détruits. Oui, alors il y a les SIE aussi. C'est encore une législation en plus, mais donc il y a certains couverts qu'on ne peut pas détruire chimiquement avant le 15 février. Donc voilà, c'est encore un truc qui interdit l'utilisation de glyphosate pendant si le couvert est déclaré SIE, et la plupart des couverts sont déclarés SIE. En général, moi je trouve que c'est mieux de garder, de pouvoir travailler par exemple à détruire les trucs mécaniquement, par exemple avec un disque, découvert, fin février. Là on commence déjà, le sol commence déjà à reprendre vie, et en même temps on incorpore le couvert qui commence déjà à se dégrader comme il faut. Moi, je trouve que c'est plus intelligent de travailler ainsi qu'avec un glyphosate. Clairement. Si vous avez beaucoup de repousse de céréales, si vous avez de l'avoine qui votre mais un sol, on doit le travailler pour pouvoir récolter. Oui, ben, ça dépend. La terre, elle doit être amoureuse. Oui, mais vous voyez, si vous avez beaucoup de repousse de céréales, vous allez passer 2 coups de disque, un coup de rotative pour alimenter vos betteraves, il y aura toujours des repousses de céréales. Donc comment est-ce que vous faites? Un antigraminé, alors après. En général, en betterave, on doit quand même travailler avec un phyto. Oui. Mais donc, si vous mais alors, on va éliminer une partie des phytos quand même. On va pulvériser à plus petite dose que non-labour. C'est prouvé. Alors, en TCS, oui. Donc, quand on est en... Ça veut dire qu'on va quand même... Donc, TCS, c'est technique culturelle simplifiée, donc ça veut dire que c'est du non-labour, mais on travaille en décompacte, où on passe encore l'air sortative, on travaille le sol. Dans ces cas-là, en général, oui, on n'utilise plus de produits phyto parce qu'on va remplacer un travail mécanique, la charrue, le labour, par du glyphosate. Donc là, clairement, oui. Après, on peut aller encore plus loin dans la démarche, mais là, c'est encore plus technique, et on peut faire du semis direct, où là, on ne touche plus le sol. Et en fait, quand on ne touche plus le sol, on ne fait pas de faux semis. Au moment, la rotative, bah, c'est très bien pour préparer le lit de semences, mais ça prépare aussi très bien le lit de semences pour les adventices. Et donc, vous allez semer votre culture, et en même moment, il y a toutes les adventices qui sont là trop bien, le sol il est nickel, la terre est amoureuse, bah, nous on va le faire en même temps. Quoi. Et donc, là, on est obligé de désherber. En semis direct. Mais en betterave, est-ce que vous savez cultiver des betteraves sans désherber? Pardon? Est-ce que vous savez cultiver des betteraves sans désherber? Sans désherber, non, mais sans travailler le sol, oui. On sait cultiver des betteraves et on avait des essais l'année passée, on en aura encore cette année, du côté de Nivelles, où on a semé des betteraves sucrières sans travailler le sol. Donc, comme on se met du blé dans le couvert, on a fait la même chose pour des betteraves. Et c'est pas nouveau, hein, parce que je l'ai déjà fait il y a 20 ans. Hein, grâce à ça, on a pu diminuer quand même pas mal les produits phyto, parce qu'on a conservé une couverture du sol et on a limité la germination d'adventices au printemps. Et donc, au final, la consommation par rapport aux témoins était limitée, alors qu'on n'avait pas la boue. Voilà, mais ça demande un semoir spécifique. Une petite remarque pour les agriculteurs, mais non agriculteurs aussi. En haut, vous avez des agendas agricoles de la FUGEA, où il y a toutes les dates réglementaires que l'agriculteur doit respecter. Donc, à partir de quand il peut aller remettre du fumier, quand il peut détruire les couverts, etc. N'hésitez pas à vous servir en haut. Voilà, ça peut aussi indiquer parfois les périodes de travaux agricoles que vous pourriez rencontrer pendant l'année où vous pensez, bah, tiens, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ça me paraît tôt pour faire un désherbage. En fait, il met de l'engrais
liquide ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas à le reprendre. Ici, j'en profite d'avoir le crachoir pour poser la question de Marie-Jeanne Boquillon. Donc, bonsoir. Pourquoi un agriculteur bio qui ne met pas d'engrais chimiques ne peut-il pas conserver l'entièreté de son fumier? Donc, ici, je pose ça avec le taux de liaison. Mais voilà, pour expliquer un petit peu à tout. Je ne sais pas si tu... Ouais, je ne suis pas spécialisé en élevage, mais bon, c'est ouais, pas très... donc, en fait, il a été estimé que pour conserver justement une bonne qualité de l'eau, on pouvait épandre un maximum de, je pense, 230 ou 170 unités d'azote. Voilà, donc il y a des quantités maximales d'azote qu'on peut épandre par hectare et par an. Et donc, si on dépasse ces quantités, et en fait, on estime aussi que le fumier, donc dans une tonne de fumier, il y a 5 à 6 unités d'azote. Et donc, par exemple, si vous avez 50 hectares, vous pouvez prendre maximum 170 unités par hectare, ça fait 170 fois 50, ça fait 8500 unités, si je ne me trompe, oui c'est ça, 8500 unités, et donc en gros vous divisez par la teneur en azote du fumier, donc vous pouvez prendre maximum ça. Si vous en avez plus... Je pourrais poser la question en direct, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Merci, vous m'entendez? Oui. Je vous remercie. La vidéo, donc j'ai vu votre vidéo que j'avais déjà vue en partie. Mais il y a quelques personnes que vous devriez citer, par exemple, en agriculture de conservation des sols. Vous avez le maître à tous, c'est Lucien Segui, je crois, qui vient de décéder. Il a fait ça pendant 50 ans. J'ai vu des vidéos de lui, c'est extraordinaire. Vous avez les époux Bourguignon aussi qui vous l'expliquent comme il faut. Et puis le dernier en date que je regarde régulièrement, c'est Konrad Schreiber, qui explique tout, mais tout de A à Z. Mais vous aussi d'ailleurs. Hein. Donc ma question avec le lisier, là, avec le fumier, je veux bien ce que vous me disiez qu'on n'a pas le droit, je ne suis pas agriculteur, c'est mon beau-fils qui passe bio, il est en C2 pour l'instant. Mais je veux bien, on n'a pas le droit, il n'y a pas le droit de mettre son fumier sur ses champs. Par contre, quand il était conventionnel, c'était la même chose, mais il pouvait mettre de l'engrais chimique autant qu'il voulait. J'ai bien dit autant qu'il voulait, puisqu'il y a eu un seul contrôle en 24 ans. Donc, moi, un agriculteur biologique, il n'a que le fumier pour mettre sur ses terres. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas très... Non. C'est pas très équilibré, disons. Puis, moi, je suis conseiller de terrain, je ne suis pas législateur. Ah non, mais c'est... On relève aussi ces inepties. Il y a, voilà. En fait, cette législation a été faite aussi avec une optique uniquement qualité de l'eau. Elle n'a pas été faite avec une optique fertilité des sols, diminution de la fertilisation minérale et donc des gaz à effet de serre. Donc voilà, elle freine un peu et parfois trop certaines pratiques. Voilà, donc oui, ça c'est pas. Après, normalement, enfin, il y a aussi des équilibres à avoir et ça ne sert à rien non plus de mettre 50 tonnes de fumier tous les ans sur chaque hectare. Ça va peut-être bien pousser, mais ça veut dire qu'en fait, vous appauvrissez. Le fumier, en fait, ce n'est qu'un transfert de fertilité. Vous prenez du fourrage d'une parcelle, de la paille d'une autre parcelle, vous faites passer la moitié par une vache et l'autre moitié, vous le mettez à ses pieds, et puis vous récupérez le fumier et vous le mettez sur une troisième parcelle. Et donc, si c'est tout le temps dans un sens, ben, à un moment, les deux parcelles, les parcelles de fourrage et dont c'est issu la paille, elles vont être appauvries, et vous allez enrichir la troisième. Si c'est dans votre ferme, ben, il y a un échange paille-fumier, et là, c'est un bon équilibre. Mais en général, en tout cas, si on vend sa paille ou si on vend du foin, là, clairement, on appauvrit ses sols. Et donc, le fumier, ce n'est pas un engrais magique, c'est juste un transfert de fertilité. Si vous en mettez plus sur une parcelle, il y en aura une autre qui va s'appauvrir. Donc voilà, ça c'est aussi avoir quelque chose en tête. Pareil pour le lisier. Et la plupart de l'azote, en tout cas dans des élevages laitiers, par exemple, ou porcins avec du maïs et du soja, l'azote qui est conçu dans le fumier, c'est de l'azote qui vient du Canada, qui vient du Brésil, qui était en fait dans le soja qu'on a donné à manger aux animaux. Donc en fait, on a transféré de l'azote américain, on l'a fait passer par un cochon, par une poule, par une vache, et puis on l'a répandu dans nos champs. Donc on a appauvri des sols brésiliens pour enrichir nos sols. Donc voilà, il faut aussi avoir ça en tête. Alors quand on est en autonomie fourragère, en tout cas quand on produit ses fourrages soi-même, ça par contre, on ferme la boucle de l'azote et des autres éléments minéraux à l'échelle de la ferme, ou en tout cas à l'échelle d'une région, s'il y a des échanges avec les voisins. Ça, clairement, c'est ce qu'il faut favoriser. Et là, on
ne pourra jamais être en excès de quoi que ce soit, vu que c'est produit localement. Et donc, voilà, avec un rosier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et là, on a transformé les éléments. Voilà. Je me perds un peu, mais vous l'avez compris. Dans le cadre d'excédence, c'est souvent des fermes qui ont plus de bovins, des hectares. Voilà, c'est ça. Parfois, donc, plus d'intrants. Il y a parfois aussi une déconnexion, c'est ce qu'on appelle de l'élevage hors sol, où c'est du bétail qui en fait, n'est pas lié, la quantité de bêtes n'est pas liée à la surface de pâturage, par exemple. Et donc, c'est dans ce cas-là qu'effectivement, on a des surproductions des flancs d'élevage. Il y a des règles là-dessus. Ouais. Ils doivent prendre des bêtes. Oui, et donc là, on a des éleveurs, et c'est le cas en Flandre, beaucoup, où on a énormément d'éleveurs porcins qui donnent, qui même payent pour se séparer de leur lisier, parce qu'ils n'ont pas assez de surface pour les prendre. Donc là, c'est bien, on voit ce qui est passé par la vache, et ce qui est passé par nous, c'est dans une étape plus tard, peut-être dans un siècle, on se posera cette question. Nous, c'est que l'urine humaine et les déjections humaines, actuellement, la boucle n'est pas fermée, voilà, elle part à la rivière, enfin, elle part dans les stations d'épuration. Tout à l'heure, j'ai vu plusieurs mains se lever, puis finalement, ces personnes-là ne sont pas exprimées, et je ne me souviens plus qui c'était. Je suis un peu gênée. Pour la thématique conservation des sols, l'agroforesterie est intégrée. En fait, alors, en tant que tel, non, mais clairement, on se rend compte que c'est une pratique vertueuse qui amène des bénéfices en plus des trois piliers. Donc, quand un agriculteur se dit « je suis un agriculteur de conservation », il n'est pas obligé d'avoir l'agroforesterie, mais dans une amélioration de la durabilité des fermes, l'agroforesterie pourrait être une solution. Pas besoin d'avoir des alignements d'arbres au milieu de ces champs, mais en tout cas avoir un peu un maillage avec quelques haies en bordure de champs, des bandes enherbées. Et puis si on a la possibilité, et aussi on peut le valoriser quand on est propriétaire de ces champs, de se passer à l'heure là, de planter des arbres, ça peut être aussi sur le long terme, en tout cas assez favorable. Mais là, ça se réfléchit, voilà, ça se réfléchit à l'échelle de la génération. On va avoir 2 générations, donc il ne faut pas se tromper. On pourra plus brûler du bois. Si on pourra brûler, alors on n'est pas obligé de le brûler. En général, si vous plantez des arbres, c'est pas pour faire des bûches, parce que là, c'est quand même pas très cher les bûches. Donc c'est plutôt pour, par exemple, faire du bois d'œuvre, en plantant du noyer, en plantant des chênes, pour faire des belles poutres, pour faire des meubles. Les chênes, c'est pour les arrières. Ouais, voilà, oui, les arrières, voilà, les chênes, c'est ça pour l'argent. Mais alors que encore les arbres forestiers poussent plus vite que les arbres forestiers, parce qu'ils ont plus d'espace et eux ont aussi un effet de récupérer les éléments nutritifs que les plantes n'ont pas élevés. Donc, mais oui, mais sinon ça peut être des noyers pour les noix, ça peut être des vergers, remettre des vergers dans les prairies, par exemple, s'il y a moyen, et s'il y a une valorisation des pommiers, de poiriers, ou de pruniers, cerises. Voilà, c'est encore un autre métier, il faut s'équiper, c'est une diversification quand même importante. Mais, voilà, qu'un magasin à la ferme, il y a peut-être moyen de. Il n'est pas obligé de mettre ça dans toutes les prairies, mais mettre 5 hectares de vergers. Les noix, c'est les choucas qui les traînent. En général, ils vous en laisseront quand même un peu, je crois. Alors, il y a les cartes de langage. Vous avez une question Les pommiers, c'est pas. Il y a une question derrière vous. Combien de temps le sol devient positif en termes de captation de carbone quand on passe à l'agriculture, par exemple en machine intensif? En fait, comme je vous le disais, c'est un peu comme on en parlait au début de l'intervention, ça dépend vraiment de pratique. C'est un peu comme si vous me demandiez en combien de temps est-ce que je peux m'écrire quand je fais un régime. Ça dépend. Est-ce que vous allez faire du sport en plus? Est-ce que vous mangez, vous allez manger des frites? Vous voyez, c'est un peu, il n'y a pas vraiment de loi. Pour donner un ordre d'idée, ça peut en fait, à l'année, ça peut aller très vite. Parce qu'en fait, il y a des cultures qui, à l'année, vont stocker du carbone. Par exemple, quand vous mettez une céréale, à l'année, elle va stocker du carbone, alors qu'une pomme de terre, non. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est si vous avez un enchaînement après la fin de votre rotation, voilà, ça fait 5-6 ans, vous avez fait toute la culture de votre rotation, et là, vous faites une photographie. Ok, j'ai stocké pendant 4 ans, j'ai déstocké pendant 2 ans, et donc à l'équilibre, en fait, je suis beau. Voilà, alors qu'avant, on était peut-être pendant 4 années, on déstockait, et pendant 2 ans, on stockait, donc on n'était pas très bon. Voilà, mais ça va dépendre de pas mal de facteurs.
voilà. Mais ça peut aller quand même assez vite. Voilà. Ça dépend de l'énergie qu'on en met et de l'investissement qu'on met aussi. Par rapport au carbone, justement, on parle de plus en plus de différents organismes qui le paieraient via des primes sanitaires. Ouais. En Belgique, on en est à ce niveau-là, quand même ça rentre en ligne de compte technique. Je pense qu'on est quand même un peu en retard par rapport à d'autres pays. Voir un peu si, je pense qu'on en parle de plus en plus ici maintenant, notamment avec la nouvelle PAC, voir un peu où est-ce qu'on en est ici. Donc, dans la MAEC Sol, il y aura une rémunération pour le carbone au sol, mais qui doit être liée au l'argile. Donc on parle. En fait, il faut faire attention que les terres agricoles ou forestières ne servent pas uniquement de compensation des émissions. Un gars va prendre l'avion et va vous payer l'avion jusqu'à Tokyo, donc tiens, voilà autant d'euros qui équivalent à autant de carbone de kilos de CO2 que j'ai mis. L'objectif premier de l'agriculture, c'est de produire la nourriture. Stocker du carbone, avec des pratiques favorables, c'est un objectif secondaire. Donc il faut clairement quand même le garder en tête. Et stocker le carbone, c'est bien au niveau de l'environnement, mais c'est au niveau du réchauffement climatique, mais c'est quand même, l'humus, c'est aussi, comme on l'a dit, une éponge pour le sol. Donc, meilleure résistance à la sécheresse, meilleure résistance à l'érosion, meilleure fertilité physique, donc moins d'engrais, moins de maladies. Donc voilà, il faut voir plutôt le carbone comme au niveau agricole, les objectifs, les avantages agronomiques du carbone. Ça c'est, comme je le précise, et pas uniquement les objectifs, les avantages climatiques. Et il y a une société qui actuellement est la seule en Belgique, c'est Socapital, qui fait des contrats, ils font un bilan gaz à effet de serre de votre exploitation, et en fonction du bilan, voilà, si vous êtes positif ou négatif, et il y a l'évolution aussi, je pense, vous allez pouvoir avoir une prime de quelques dizaines d'euros de la tonne de carbone qui peut représenter quelques centaines à quelques milliers d'euros par an sur la ferme. Voilà, c'est un petit plus. C'est pas ça qui va vous faire changer tout, mais ça peut être un petit plus pour investir dans un semoir de fumier, par exemple, ou dans des couverts diversifiés, ou dans une haie, dans un matériel pour tailler la haie, justement. Voilà, donc il y a... Ça, ce sera justement, c'est un très bon tremplin. On s'est aussi posé la question ici au Parc naturel des Plaines de l'Escaut, et donc c'est une des prochaines soirées de l'agriculture. Donc c'est celle du 31 janvier, dans 2 semaines. Donc vous pouvez cocher la date et vous inscrire dès à présent, soit en visio ou en présentiel. Et donc on aura Sol Capital qui va venir présenter son programme, mais aussi la SBL Farming for Climate, où là c'est pas forcément du stockage de carbone, mais c'est aussi une rémunération pour l'agriculteur par rapport à certaines pratiques ou des aménagements à faire, ou justement s'il faut un financement pour acheter un semoir de semi-direct ou autre, selon le projet de l'agriculteur, il pourrait le financer. Donc voilà. Ça, on essaiera de faire aussi le tour de la question lors de cette soirée-là, avec les gens qui peuvent vraiment bien nous en parler et aller au fond des possibilités, quoi. Voilà. Ils vont payer combien de temps pour le stockage de carbone 1 an, 2 ans? Donc c'est pour... des contrats de 5 ans. Ouais, c'est toujours des contrats de 5 ans. Ouais, mais 5 ans, après, il faut acheter du matériel et tout. Il va être amorti quand, lui? Ouais. Donc c'est ce que je disais, c'était là j'ai donné l'exemple de l'achat de matériel, mais c'est un coup de pouce, quoi. Voilà, il faut se dire, voilà, c'est un petit truc en plus qui va permettre quelques investissements par-ci par-là, mais oui, c'est pas ça qui va révolutionner l'agriculture, c'est un petit bonus, voilà. Mais ça, vous verrez dans 15 jours, il y aura plus d'éléments de réponse, je ne vais pas me prononcer. En fait, on se contente de petits bonus pour l'instant. Ouais. Bonus par là, un peu mieux grâce à ces bonus, mais ouais, ça fait pas la panacée. Ouais. Il y a une chose qui m'a frappé dans le film, c'est qu'il fait toujours beau. Non, mais on a vu de l'eau. Merci de l'eau. Il a un peu fait moins beau que les autres années, effectivement. Mais oui, en fait, on a bien un qui ça. Mais encore, on constate ici des dégâts. Il suffit de faire un tour dans les campagnes ces jours-ci, des champs de blé qui sont comme des rivières. Et labour ou pas labour, je crois qu'il y a
dans les deux sens, il y a eu des catastrophes. Ouais. Et bon, est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause, est-ce que les engins de récolte qu'on connaît aujourd'hui sont compatibles avec l'agriculture de conservation? Toujours de plus en plus lourd. Toujours. On ne recule jamais. Chaque année, si on veut, on a des engins un peu plus lourds. Est-ce que c'est compatible avec l'agriculture de conservation? Est-ce que, par exemple, en dessous, derrière une repas qui travaille en conditions humides, dans les traces de roue, qu'est-ce qui reste comme vers de terre? Et jusqu'à quelle profondeur les vers de terre faut-il être? Justement, ce que je pensais, justement, donc une machine repas ou un chantier décomposé, comme on les connaissait avant, donc un tracteur qui arrachait et la machine qui ramassait. Maintenant, on sait que comme chez Repas, ben, eux font travailler leur machine en crabe pour écraser vraiment homogènement avec des laves. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'il est finalement mieux d'avoir des chantiers décomposés qui roulent dans le même train tout le temps, ou alors des machines qui, justement, comme les repas, voilà, c'est des extrêmement lourds. On a le bac plus le poids de la machine, mais qui roule en crabe avec peut-être des basses pressions, etc. Ouais. Alors, pour juste une précision pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, les repas, c'est une marque de machines d'arracheuse à betterave. Donc, en gros, c'est des. Enfin, vous en verrez là, on les a vu plutôt à l'automne. On les a vus à l'automne. Donc, c'est des machines qui peuvent peser jusqu'à 40, 50, 60 tonnes à charge. Donc, c'est quand même énorme. C'est plus lourd qu'un remorque. Alors, pour répondre à vos questions, pour la première, ben, dans l'absolu, non, pas vraiment. Voilà. Donc, il y a un problème d'offre alors de la part des fabricants. Oui, c'est un peu comme les voitures, on voit de plus en plus de SUV, alors qu'il y a des moments où on est en ville, quand on a une petite Citroën, ce serait suffisant, on n'a pas besoin d'acheter un 4x4. Quoi. Voilà, mais le problème, c'est que si à un moment, quand on va chez le concessionnaire, il n'y a plus que des 4x4, ben, on n'a pas trop le choix. En plus, ça, voilà, enfin, pour l'équivalent avec la repas, ben, c'est qu'en un passage, c'est un chauffeur qui se promène de champ en champ, et il n'y a pas des passages de. Voilà, donc au niveau main-d'œuvre, à court terme, en tout cas, c'est intéressant. Donc, mais clairement, non. Voilà. On essaie de préserver ces sols, l'agriculture de conservation des sols, et on va essayer, on va les massacrer si on récolte dans de mauvaises conditions. Donc, voilà, la repas, alors ça veut dire qu'il faut être d'autant plus vigilant, et essayer de récolter en bonnes conditions. Mais bon, voilà, ça ne choisit pas vraiment les moments d'arrachage. Mais ce que je trouve dans la voilà. repas, c'est que c'est extrêmement lourd. Mais d'un autre côté, un chantier qui est décomposé, c'est quand même plusieurs passages. Ouais, ben, alors, pour répondre à votre question, quand vous marchez dans la neige, il y a 30 cm de neige, 40 cm de neige, vous marchez. Si vous passez, vous allez passer dans votre trace ou vous allez marcher à côté? Plutôt dans les traces. Moi je ne me fatiguerai pas. Voilà. En tout cas, en fait, c'est pour dire que et si vous marchez dans votre trace, vous n'allez pas vous réenfoncer. Donc, il y a 30 cm de neige, vous marchez une fois dedans, vous allez vous enfoncer de 20 cm. Hein, si vous marchez dedans, vous n'allez pas vous enfoncer de 20 cm, vous allez vous enfoncer de 2 cm. Il faut encore écraser un petit peu, mais la neige elle est déjà bien écrasée. La repas, c'est pareil. Le premier passage, il fait 70-80% de la compaction. C'est lui qui va vraiment faire descendre le sol, le compacter. Le deuxième passage, il ne va plus faire grand-chose. Le sol, il est déjà beaucoup plus compact. Et donc, on va recompacter un petit peu, 5% peut-être, ça dépend de l'humidité. Voilà. Et donc, le troisième passage, on sera peut-être à 2%. Et au final, à partir de 3-4 passages, vous pouvez rouler 10 fois, vous allez tout compacter. C'est comme les traces de pulvérisateur, à un moment où vous arrêtez de vous enfoncer. C'est vraiment damné. Donc, clairement, il faut rouler. Et à l'inverse, si vous roulez en crabe ou si vous roulez en diagonale et toutes vos bennes sont, au lieu de rouler dans les mêmes traces, vous roulez l'un côté de l'autre, en fait, vous allez écraser tout partout. Quoi. Et donc, au lieu d'avoir un sol qui est écrasé, vous avez fait 3 passages à un endroit et 0 à un autre, vous avez un sol qui est hyper en bon état et là, en très mauvais état, vous allez avoir un sol qui est en mauvais état partout. Voilà, ça à éviter. Parce que ça veut dire que vous avez tué les vers de terre, en tout cas, vous les avez blessés ou fait chasser partout. Alors que si vous avez une zone vraiment abîmée, mais une zone refuge à côté, eh bien, ils seront beaucoup plus proches pour aller revenir coloniser cette zone compacte. Donc, alors par exemple, les bennes, c'est un peu des trucs, mais au moisson, les bennes roulent dans les traces de pulvérisateur, au lieu de traverser, voilà. Les épandeurs à vide roulent aussi dans les traces de pulvérisateur. Et donc, en fait, ces traces de pulvérisateur, on va dire que c'est une zone sacrifiée. Voilà, de toute manière, le rendement il est mauvais. Et même sur des compacts, on aura quand même un blé qui sera quand même plus petit, on va les revoir pendant 2 ans, ces traces de pulvérisateur. Et donc, en fait, on les sacrifie, on les laisse là.
et on va aller rouler, l'utiliser comme une voie principale au lieu de faire des zigzags dans le champ et en diagonale si l'entrée est un peu du champ. Voilà. Et donc, il y a deux facteurs qui, pour la compaction, c'est le nombre de passages et aussi le poids par passage. Et donc, clairement, plus on a des machines, ou en tout cas la pression, plus on a des pneus basse pression, en tout cas avec une surface large, importante au sol, et plus on a moins dans le poids dans la benne ou sur le tracteur, dans la machine, et moins on va compacter aussi. C'est deux facteurs aussi qui jouent. Voilà, et donc l'idéal, c'est d'avoir des machines avec des gros pneus, basse pression, le moins de passages possible, moins lourd possible, et des passages toujours en ligne. Voilà. Le problème, c'est pour ça qu'on ne le fait pas, c'est qu'en fait, quand on roule en ligne, à la fin, on fait quand même un peu une ornière. Et donc, visuellement, si vous avez un arrachage, vous allez en fait avoir des ornières, et de loin, c'est quand même pas très beau, quoi. Alors que si vous avez vous roulez en crâne, vous écrasez tout partout, et là, vous vous dites, en fait, c'est nickel, tout est bien plat. En fait, parce que votre sol est descendu de 2 cm partout. Au lieu d'être descendu de 3 cm à un endroit et 0 à l'autre, il est tout écrasé. Et donc, là, c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus de capacité d'infiltration. Il y a beaucoup moins de vie dans le sol et donc on est reparti pour travailler. Plus un arrachage vers l'automne que maintenant, comme des moissons, etc., en bonne condition, le tassement. Le tassement est clairement lié aussi à l'humidité du sol. Vous pouvez rouler, et donc c'est pour ça que l'année passée, les moissonneuses n'ont pas du tout compacté. Vous pouvez rouler, pas 10 fois, mais vous pouvez rouler. Voilà, vous pouvez rouler, on ne voyait pas les traces d'épandeurs. Cette année, bonne chance pour ne pas les voir. Donc ça, c'est lié à l'humidité du sol. Donc voilà, et aussi, la texture du sol. Dans les sols argileux et limoneux, on va avoir la compaction plus forte que dans les sols sableux, qui sont beaucoup plus difficiles à compacter. Voilà, ça c'est. Il y a les conditions intrinsèques du sol, il y a les conditions pluviométriques, et puis il y a les pratiques culturales. Et donc on peut jouer, le sol, la texture, on ne sait pas jouer dessus, les conditions climatiques, on ne sait pas jouer dessus, mais on sait jouer sur la fenêtre, et on sait jouer sur la machine qu'on va utiliser. Voilà, donc ça, c'est les paramètres qu'on peut varier. Les grosses batteuses, quand c'est un effet humide, oui, les grosses batteuses aussi. Voilà, et pareil pour les chenilles. Les chenilles, ça peut être une solution aussi pour éviter le tassement, mais et parfois la moisson, on est obligé de sortir les moissonneuses à chenilles pour pouvoir moissonner. Donc d'un côté, c'est pas mal, mais le problème, c'est qu'elles passent aux endroits où les tracteurs à roues, à pneus ne passeraient pas. Et en général, si le tracteur à pneus ou la machine à pneus ne passe pas, c'est qu'il ne faut pas y aller. C'est que le sol, il est parfait là, il ne faut pas y aller. Alors que la machine à chenille, elle va passer, et donc elle va faire vraiment des gros dégâts. Parce qu'elle est capable mécaniquement de le faire, et donc en fait, on va ravager la culture à cause de ça. C'est un outil à double tranchant. On compacte moins, mais on peut, même mal utiliser, ça peut être la catastrophe. Peut-être on va prendre une dernière intervention, une dernière question avant de clôturer. Ouais. Si on a fait le tour, c'est bon. Voilà, j'ai remarqué, pas si longtemps que ça, une publicité de la soupe Liebig, et après, il marque en dessous légumes issus de l'agriculture de conservation. Ça va un peu fort. J'ai pas compris la. Publicité de la soupe Liebig, ouais. Et ensuite, marqué les légumes sont issus de l'agriculture de conservation. Ouais. Je pense qu'il parle peut-être d'agriculture régénérative. Hein. Non, il est marqué conservation, ouais. de conservation. Oui, tant mieux. Oui, alors c'est pas en Belgique en tout cas. C'est en France, pas spécialement. Peut-être qu'ils ont. En tout cas, mais c'est McCain, c'est communautaire, mais Bonduel, voilà, producteur français de légumes, ils ont des projets pour essayer des techniques en agriculture de conservation en carottes, en épinards, en haricots. Et donc peut-être qu'ils ont réussi. Après, il faut voir, ils sont dans la bourre, quoi, sûrement. Hein. Donc en gros, ça veut dire qu'ils ont quand même décompacté et tout ça, mais il y avait un couvert, ils ont peut-être utilisé moins de phyto et ils n'ont pas labouré. Et donc ils ont qualifié ça, vu qu'il n'y a pas. Tout le monde peut dire agriculture de conservation, quoi. Il n'y a pas de. C'est pas une marque déposée. Et donc voilà, eux l'ont fait. Voilà, ils font un peu. Est-ce que c'est du greenwashing pas du greenwashing, c'est voilà, peut-être. Je pense que ouais. Les légumes voilà. Un petit mot pour. En fait, tout ce qu'on a vu là et ce dont on a discuté, c'est un peu des idées à avoir en tête. Et
ne faut pas que demain, enfin en tout cas, c'est même pas l'objectif, il ne faut pas que demain tout le monde passe comme ça, c'est juste voilà, se dire que les pratiques qu'on met en place dans ces champs, qu'on a dans sa ferme, ils ont des impacts, positifs ou négatifs, il faut en être conscient. Et donc, à chacun, dans son système, à trouver les pratiques les plus adaptées, les moins néfastes sur l'environnement, les plus rentables, pour petit à petit essayer d'améliorer ses sols, d'améliorer sa rentabilité, tout en conservant une bonne qualité de vie. Voilà, et donc, qu'on soit en bio, qu'on soit avec de l'élevage, qu'on soit avec des légumes, qu'on soit dans n'importe quel système, il y a moyen, la couverture de sol, on peut, à différentes échelles, la mettre en place, la diminution du travail du sol, l'augmentation de la rotation, le stockage de carbone, voilà, c'est toutes des choses. Et même dans son jardin, on peut les mettre aussi en place en paillant son potager, en limitant le travail du sol, en essayant de ne pas bêcher, en mettant des engrais verts après la récolte des courgettes et des choses comme ça. Voilà, on peut les faire à petite échelle, c'est faisable voilà, un peu partout. Quoi. Voilà. Et dans son jardin, on peut mettre beaucoup de paille, beaucoup de fumier, et on rien dire. Oui, non, voilà, dans le jardin, on peut. Mais bon, ça, en général, ça ne sert pas grand-chose. Voilà. Alors, voilà, merci Simon pour n'hésite pas à prendre ton verre et prendre un verre d'eau. Donc avant de conclure ici cette soirée de l'agriculture deuxième du nom en 2022, donc j'attire votre attention sur le fait que vous pouvez aller rechercher les différents documents de toutes les soirées de l'agriculture, que vous soyez inscrit ou non, sur notre site internet, donc plaine-de-lescaut.be. Et alors, pour plus facile, vous cliquez sur l'onglet projet et ensuite soirée de l'agriculture 2022. Et alors, en dessous, vous verrez ici télécharger les supports. Donc, il y a déjà celui de la semaine passée, donc qui était une conférence phyto-licence sur l'optimisation de la pulvérisation phyto, comment faire plus avec moins, de Sylvain Collienne. Donc, il y a son PowerPoint qui est disponible en PDF, un petit résumé d'un recto verso, mais également l'enregistrement, le lien YouTube de l'enregistrement pour voir. Donc, c'était la première, donc on ne voit pas la tête de Sylvain Collienne dans l'enregistrement, mais on l'entend et on voit de quoi il parle avec le PowerPoint. C'est le principal. Voilà, je vous remercie tous. Et puis, je ne dis pas, on se retrouve au coin du bar, parce que malheureusement, on ne peut pas vous proposer ça cette année, mais on espère que l'année prochaine, ce sera le cas. Et voilà, merci à tous, et puis bon retour.